Durant des milliers d'années, toutes les cultures anciennes croyaient et décrivaient le monde comme un plan étendu. Leur cosmologie et cosmogonie variaient légèrement, mais leur géographie et leur astronomie étaient en général très similaires. La Terre sans mouvement ni courbure, comme un plan immobile, bien sûr avec l'orographie, avec des montagnes, des vallées, etc. Ce que l'on appelle le pôle Nord, c'est le point central et magnétique de la Terre, et l'étoile polaire se trouvant directement au-dessus de ce point. Polaris est la seule étoile stationnaire dans le ciel, et toutes les autres étoiles et constellations tournent, chaque nuit en cercle parfait, au-dessus de la Terre. Le Soleil et la Lune sont alors considérés comme étant de la même taille, et tournant au-dessus et autour de la Terre, comme le montre le symbole chinois du Yin et du Yang. Pour les anciens, le Soleil et la Lune étaient beaucoup plus proches de la Terre qu'on ne le dit aujourd'hui, et chacun brillait de sa propre lumière opposée. Celle du Soleil était chaude et dorée, asséchante, conservatrice et antiseptique. Et celle de la Lune était froide, argentée, humide. Le Soleil et la Lune effectuent tous les ans un cycle alterné de voyages en spirale autour de la Terre, en se déplaçant sur ce que nous appelons les tropiques et l'équateur, qui sont des chemins ou des cercles sur la Terre. La Lune a une trajectoire annuelle similaire, tournant au-dessus et autour de la Terre. Mais sa vitesse ne change jamais, de sorte qu'elle peut être observée selon sa latitude le matin, l'après-midi ou le soir. Donc pour les anciens, la Terre et l'étoile polaire étaient les deux points centraux et immobiles de l'univers, c'est-à-dire tout ce qui est observable, autour desquels tournaient le Soleil, la Lune et les étoiles, apparemment vus comme un dôme, autour de chaque observateur. Certaines cultures croyaient à l'existence d'un dôme, d'une coupole, ou d'un firmament solide et physique auquel les étoiles étaient attachées. D'autres cultures mettent l'axis mundi, l'axe du monde, ou la connexion entre le ciel et la terre, comme l'arbre du monde, avec Polaris au centre, et toutes les autres constellations formant des branches. Dans ces représentations du monde, le pôle Nord occupait le point central, et le Sud était constitué de lignes droites, s'étendant vers l'extérieur à partir de là. L'Est et l'Ouest n'étaient pas des lignes droites, comme on le dit aujourd'hui, mais des cercles, comme toutes les lignes de latitude et les trajectoires des corps célestes. Certains pensaient que la circonférence méridionale du monde était entourée d'une grande masse de glace située entre 45 et 60 mètres au-dessus du niveau de la mer, qui retenait les océans. Au-delà du mur de glace, certaines cultures disaient qu'il existait une barrière solide, qu'aucun être humain ne pouvait franchir. D'autres cultures croyaient qu'il existait d'autres terres ou mondes lointains au-delà du mur connu de l'Antarctique. Actuellement, depuis un demi-siècle, il existe un traité international sur l'Antarctique, qui interdit toute exploration indépendante de l'Antarctique. Vous ne pouvez vous rendre que dans certaines régions de l'Antarctique, avec des visites guidées préalablement approuvées, et c'est aussi très cher. Aucune exploration indépendante n'est autorisée dans cette partie du monde. Des marins ont été surpris en train d'explorer l'Antarctique, mais ils ont été menacés avec des armes, refoulés, condamnés à une amende puis emprisonnés pour avoir violé le traité international. C'est pour cette raison que personne n'a la possibilité de confirmer ce qui se trouve dans ces endroits situés aux extrémités les plus méridionales du monde. Mais il y a eu d'anciens explorateurs qui ont mentionné et décrit le mur de glace entourant la Terre. C'est donc confirmé. Nous pouvons également confirmer que Polaris est la seule étoile qui reste fixe dans le ciel et que les autres se déplacent autour d'elle. On peut également observer que le Soleil et la Lune ont la même taille et tournent au-dessus et autour de nous, dans les cycles quotidiens. Et nos sens nous permettent de constater que le monde est immobile et que l'horizon,
reste toujours parfaitement plat et étendu à perte de vue. Que vous soyez ou non au niveau de la mer, au sommet d'un gratte-ciel ou de l'Everest, ou depuis un avion ou une montgolfière à 30 km de hauteur, l'horizon reste droit et s'élève toujours à la hauteur de l'observateur. Et il y a aussi la question du décollage des avions. Ils atteignent une altitude et une vitesse constantes et volent droit tout au long du trajet sans s'adapter à la courbure ou à la rotation, avant de descendre et d'atterrir à destination. En 1903, le thème du transport aérien a commencé. Et s'il avait été inventé à l'époque de Copernic, il aurait détruit l'hypothèse d'une Terre sphérique en rotation, bien avant le décollage. Il est devenu évident que la Terre et son atmosphère ne pouvaient pas tourner constamment, à 1600 km/h d'ouest en est. L'atmosphère est composée de différents gaz, de différentes densités, à différentes altitudes. L'atmosphère entière et toutes ses couches ne peuvent pas tourner à la même vitesse. Chaque couche a une densité différente et se situe à une altitude différente. Les couches supérieures devraient aller plus vite que les couches inférieures pour suivre le mouvement supposé de la Terre. Si la Terre tournait constamment vers l'est à une vitesse de 1600 km/h, les durées de vol des avions en direction est et en direction ouest seraient très différentes. Si un avion de ligne commerciale moyen voyage à une vitesse de 800 km/h, il s'ensuit que les vols équatoriaux en direction ouest devraient atteindre leur destination à une vitesse environ 3 fois supérieure, comme leur vol retour vers l'est. Cependant, en réalité, les différences dans les durées de vol est-ouest se résument généralement à quelques minutes, et rien de comparable à ce qui se passerait avec une sphère qui tourne à 1600 km/h.